Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Puisque les 100 jours, ce sera le 26 juillet, mais le président de la République nous avait promis des mots pour le jour de la fête nationale, des mots qui ne viendront pas. Nous sommes en compagnie de Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions du Cerf. Bonjour Paul Melun. Bonjour Philippe, merci de votre invitation. Avec plaisir. Tout d'abord, comment expliquez-vous cette absence de prise de parole qui divise jusque dans la majorité? Moi, je l'explique finalement par deux facteurs. Je pense que le premier, et je vous avoue que c'est le facteur qui m'échappe le plus, je pense que le président de la République choisit son moment, comme disent ses porte-paroles, et qu'il fait là preuve d'une certaine stratégie communicationnelle. Probablement que certains de ses communicants lui ont dit « Monsieur le Président, vous feriez bien de ne pas intervenir maintenant, mais plutôt dans quelques jours, pour une raison qui m'échappe. » Et puis la deuxième raison m'intéresse bien davantage. Je pense qu'effectivement, le Président de la République, s'il s'exprimait, devrait commenter un certain nombre de sujets sur lesquels il est, je dirais, assez inapte à parler. Je pense par exemple aux émeutes. Je pense par exemple à ces fameux 100 jours de l'apaisement, qui finalement sont effectivement 88 jours, et qui n'ont rien apaisé du tout. Où nous avions eu, pendant ces 100 jours, des casserolades, un homme qui dans la rue à Annecy a poignardé des enfants, où nous avons eu des émeutes terribles ces derniers jours. Donc, si vous voulez, c'est effectivement un échec cuisant. Et je pense que le logiciel intellectuel, mental, politique du macronisme est inadapté pour comprendre ces défis contemporains. Le président de la République s'est illustré comme un expert des sujets, par exemple, d'économique ou internationaux. On peut lui reconnaître quelques qualités, encore que ce serait discutable, mais dans ces domaines. En revanche, je pense que sur les aspects civilisationnels, qui sont les aspects, à mon avis, aujourd'hui à l'origine des crises et des troubles que nous traversons, je pense que là, il n'a pas les réponses, peut-être même qu'il le sait lui-même, et je pense que c'est aussi pour cela qu'il n'est pas en mesure de s'exprimer, qu'il n'est pas en mesure de commenter ce qu'il se produit. Il a tenté de parler de décivilisation à un moment donné pour essayer de donner sa pensée. C'était d'ailleurs avant les émeutes, absolument. Et c'est quasiment, comment dirais-je, prophétique. Encore que d'autres avant lui, commencé par le préfaceur de Norbert Elias il y a fort longtemps, employaient ce terme à des escients bien sûr différents, mais il n'en est pas comment dirais-je, le dépositaire. En revanche, je crois qu'il a beaucoup de mal, ce président et son gouvernement, ils ont beaucoup de mal à comprendre les troubles qui traversent notre société aujourd'hui. Paul Melun, son entourage, vous avez dit qu'il était un peu maître il choisissait le moment, il est encore un peu maître des horloges. Son entourage a dit qu'il allait s'exprimer dans les jours à venir. Est-ce que c'est pas contre-productif de dire par exemple, j'attends le 26 juillet, pourquoi le 26 juillet? Parce que ça fera pile 100 jours. Est-ce que les Français pourraient comprendre cet artifice? Parce que dans 12 jours, par exemple, il n'aura pas grand-chose de plus à dire sur les émeutes ou sur quoi que ce soit. Bien sûr. Et il y aura encore plus de Français en vacances. Absolument. Les 12 jours supplémentaires, si vous voulez, évidemment, qui ne vont pas révolutionner la France, ce serait totalement absurde. D'ailleurs, 100 jours non plus ne révolutionnent pas la France. Vous savez, le général de Gaulle, lui, pensait la France en siècle. Emmanuel Macron, il pense la France en 100 jours. Et donc, ça montre bien, si vous voulez, la vision pour le pays qu'a ce président et la durabilité de cette vision. Il était évident que lorsqu'il a lancé même cette initiative des 100 jours, le pays n'allait pas être transfiguré en 100 jours. Et il fallait être fou pour croire une chose pareille. C'était 100 jours de communication, c'était 100 jours pour que la Première ministre continue son travail et qu'il voit s'il l'a conservé ou s'il l'a remplacé. C'était 100 jours avant un potentiel remaniement. Mais tout cela, de vous à moi, s'apparente plus à de la tambouille politicienne qu'à un horizon tracé pour la France. Moi, j'aurais aimé que le président dise « Non, j'ai pas 100 jours, j'ai jusqu'à 2027. Et dans cet intervalle-là, je vais tout faire pour changer la vie des gens. Voilà mes grands chantiers. Je fais des états généraux sur l'écologie, sur la démocratie, sur la sécurité, sur l'immigration. Mais il n'y a rien de tout ça. Ce sont des ambitions, si vous voulez, au rabais, des ambitions de pacotille. Donc 12 jours de plus ou de moins, effectivement, ça ne va pas changer le pays. Non. Paul Melun, diriez-vous, on est à 88 jours, donc quel bilan vous feriez de ces 88 jours? Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est encore plus affaibli après la semaine d'émeutes qu'on a subie, qu'au début des 100 jours, qui marquait déjà une période très tourmentée avec les manifs à répétition contre la réforme des retraites? Mais écoutez, ce bilan, alors,
si on veut s'appuyer sur des choses un peu objectives de ce bilan, il y a deux éléments peut-être qu'on peut invoquer. D'abord, les enquêtes d'opinion. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit bien que la cote de confiance dans le chef de l'État à l'issue de ces 100 jours est un peu moins bonne. On voit bien que pour les sondages vers les européennes, les scores du président de la République et de son groupe Renaissance ne sont pas extraordinaires non plus. A priori, dans les enquêtes d'opinion, ce serait plutôt Marine Le Pen qui serait devant aux européennes. Et puis ensuite, il y a le pouls du pays. Il y a la façon dont vit le pays, la façon dont vivent les Français. Et je crois que par-delà même les bureaux de sondage, par-delà les analyses, même les miennes d'ailleurs, il faut s'en remettre aux Français. Le président de la République, s'il avait voulu sortir par le haut des crises qu'il a traversées et de ce bilan que moi je qualifierais effectivement d'assez chaotique, mais il faudrait qu'il s'en remette aux urnes, qu'il s'en remette au peuple, ce président. Par quel biais? Une dissolution, une démission? Parce qu'il n'y a que deux manières d'envoyer les gens aux urnes pour un président de la République. C'est démissionner, mais on n'est pas certain qu'il pourrait se représenter. Il faudrait l'appréciation du Conseil constitutionnel comme il a été élu une fois, mais qu'il n'a pas fini le mandat. Ou des législatives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme élection pour vous? Ou alors un référendum? Voilà, j'allais vous dire, cher Philippe, moi je vous propose la troisième voie, le référendum. Je pense que sur un certain nombre de sujets clés, le président devrait convoquer un référendum. Vous savez ce qui s'est passé là, ces émeutes dans lesquelles il y a eu plus de dégâts qu'en 3 mois en 2005. Ces émeutes qui ont 3 semaines, pardonnez-moi. Ces émeutes qui ont, je crois, attiré l'attention d'une partie de nos compatriotes sur des problèmes très importants d'insécurité, des défis de la décivilisation et de l'ensauvagement. Mais qu'attend le président de la République pour convoquer un référendum? Il faudrait convoquer un référendum sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration. Jadis, sur les retraites, il aurait aussi fallu convoquer un référendum. Je crois que la démocratie, voyez-vous, a besoin d'être redynamisée. Nous avons une démocratie qui est atone, qui est fragilisée. Et effectivement, le sentiment des dénis de démocratie successifs fait beaucoup de mal, je crois, à la confiance que les Français ont dans le président de la République. Donc, effectivement, il devrait s'en remettre aux urnes, mais évidemment, il ne le fera pas. Je vous donne un scoop ce midi, parce que le président sait pertinemment qu'il perdrait ces référendums, parce que les Français étaient opposés, par exemple, à la réforme des retraites, et parce que les Français sont bien sûr, dans une immense majorité, opposés à l'immigration massive et au laxisme judiciaire. Mais une question, Paul Melun, on va faire de la politique fiction ensemble. Quand on voit la baisse dans les sondages de la NUPES suite aux émeutes et aux prises de position qui ont été celles notamment de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'une dissolution, ce serait pas une bonne idée? Parce qu'il n'aurait peut-être pas de majorité absolue, comme aujourd'hui, mais beaucoup de gens voteraient pour faire barrage aux candidats de la NUPES, et on peut constater que l'opposition Rassemblement National ou les Républicains est beaucoup plus calme dans l'hémicycle que l'opposition NUPES. Ah, vous n'avez pas tort. Je pense que le moment de dissolution... Je vous pose la question. Bah oui. Bah écoutez, vous avez raison. Je ne suis pas visiteur du soir du président de la République. Enfin, si j'étais de ce club très fermé auquel je n'ai absolument pas envie d'appartenir, il est possible que je recommande au président de la République de dissoudre maintenant, parce qu'effectivement, le ministre Darmanin, dans son action, Dieu sait que j'ai par le passé pas toujours été tendre avec lui, il a tout de même su, face à ces émeutes, face à un déploiement de forces de l'ordre d'une ampleur absolument incroyable, tenir les choses pour éviter que le chaos ne soit trop important. Par conséquent, tandis que la NUPES et surtout la France Insoumise s'est ridiculisée, et rappelons tout de même que les députés insoumis ont refusé, pour beaucoup d'entre eux, de se lever lorsque Gérald Darmanin a prononcé le nom de policiers qui étaient morts pour la France. Ces gens-là ne se sont pas levés, ils sont restés là, lymphatiques, vautrés dans leur fauteuil. Par conséquent, je pense que les Français leur en tiennent rigueur, en témoignent les enquêtes d'opinion. Donc vous avez raison, les insoumis ont créé eux-mêmes les conditions de leur propre déchéance électorale, puisqu'ils vont créer des votes de barrage. Et aujourd'hui, les Français auront le sentiment de tout sauf la France insoumise et de faire un barrage contre eux, alors même que Jean-Luc Mélenchon aurait pu incarner un candidat de second tour. Il s'est d'office éliminé d'un second tour politique, et dans l'hypothèse où ces candidats aux législatives seraient au second tour, ils seraient probablement balayés par des fronts, disons, anti-France insoumise, un peu comme jadis les fronts républicains, dits républicains contre le Front National, de Jean-Marie Le Pen puis de Marine Le Pen. Et bien là, ce serait extrêmement difficile pour eux d'avoir des députés. Donc on pourrait imaginer, si je fais votre scénario de politique fiction, cher Philippe, on pourrait imaginer que, eh bien, effectivement, le président de la République en sorte quelque part
renforcée, avec quand même une petite attention particulière sur les scores du RN qui, dans l'hypothèse d'une dissolution, serait bien plus fort aussi. C'est vrai aussi. Elisabeth Borne, pour vous, elle va être maintenue à Matignon ou pas, Paul Melun ? Mais écoutez, il y a deux choses d'abord là-dessus. Moi, je pensais qu'elle ne serait pas maintenue, parce que je me suis dit, si vous voulez, compte tenu de, du bilan des retraites, le président de la République aime bien, si vous voulez, tourner la page, et souvent, et ça c'est l'esprit de la Ve République, je ne le reproche pas à Emmanuel Macron, le Premier ministre étant infusible, il peut être de bon ton de le remplacer, en l'occurrence de la remplacer, à l'issue d'une, entre guillemets, mauvaise séquence. Et de fait, effectivement, les retraites ont été une mauvaise séquence, les émeutes ont été une mauvaise séquence, et donc il serait justifié en termes de stratégie politique pour Emmanuel Macron de remplacer sa première ministre. Maintenant, des échos que j'en ai, il semblerait que ce ne soit pas prévu, que ce ne soit pas à l'ordre du jour, et que Mme Borne ait encore un sursis. Je pense que ce sursis est dû en partie à l'absence de personnel politique dans le camp de la majorité présidentielle, voyez-vous. Je pense que le président n'a pas beaucoup de monde sur le banc de touche. Peut-être que le ministre de l'Intérieur pourrait y aller. S'il avait des ambitions présidentielles en 2027, ce serait même d'ailleurs une mauvaise stratégie d'y aller, parce qu'on sait qu'il finirait de cela essoré, à mon avis. Un candidat qui est à Matignon se fait toujours essorer à la présidentielle. Absolument, absolument. Souvenez-vous de Dominique de Villepin. Balladur, même avant, Balladur, Chirac en 88, etc. Balladur, absolument, absolument. Donc voilà, si j'avais un conseil à donner ce coup-ci à Darmanin, je lui dirais n'y allez pas si on vous le propose. c'est midi des conseils, là, Philippe. Oui. Et est-ce que pour vous, qui serait, si jamais Emmanuel Macron, et on va être d'accord peut-être sur ce point, c'est qu'il n'est pas toujours très prévisible, qui seraient les premiers ministrables outre Gérald Darmanin ? Ah oui, ça vous avez raison, il n'est pas prévisible. Vous voyez, quand il y avait eu cette rumeur, qui après tout était très bien documentée sur Catherine Vautrin, au moment où il avait hésité à nommer Mme Borne, personne n'avait vu venir Catherine Vautrin. Emmanuel Macron, il est capable, dans des temps troubles comme cela, d'aller vous chercher un Premier ministre issu de la droite, qui serait un élu local, qui serait quelqu'un qui aurait une certaine légitimité du peuple. Je crois que s'il y a un enseignement qu'a tiré le président de la République, et j'espère qu'il l'a tiré en tout cas parce que c'est un bon enseignement, c'est que les ministres et les premiers ministres qui viennent de la société civile, qui n'ont jamais été élus, et qui arrivent tel M. Ndiaye ou tel M. Dupond-Moretti, font souvent les plus mauvais ministres. Par conséquent, les ministres qui ont déjà, je dirais, passez-moi l'expression un peu familière, de la bouteille, sont parfois de meilleurs ministres. Vous voyez, il a conservé, par exemple, Bruno Le Maire à Bercy depuis le début. Monsieur Le Maire, c'est pas un perdreau de l'année, c'est un homme politique d'expérience. Quoi qu'on en dise, c'est un homme qui est extrêmement cultivé, intelligent, qui est à sa tâche. Par conséquent, je pense que c'est plutôt sur ce type de profil-là qu'il misera, sachant qu'il y a une deuxième stratégie, mais c'est une inconnue pour le moment, c'est qu'il pourrait vouloir fragmenter, fracturer les Républicains et aller débaucher un ténor des Républicains pour pouvoir, je dirais, affaiblir CLR qui, par contre, même si, bon, vous allez me dire, ils sont bas, ils peuvent que remonter, mais qui, à l'issue des émeutes, ont, je pense, sous la houlette d'Éric Ciotti, réussi à imposer leur thème, malgré tout. Ils ont parlé de la déchéance de nationalité pour certains délinquants, ils ont parlé d'un discours de fermeté régalienne sur le judiciaire. Donc, je pense, moi, que s'ils voulaient fragmenter LR, ce serait effectivement une des options, une des hypothèses qui serait sur la table. Alors après, je vais pas vous donner de nom, mais il peut très bien récupérer des profils bien identifiés des Français, mais assez peu actifs en ce moment. Voilà, si vous voulez mon avis. Oui. Est-ce que quelque part, si jamais on ne touche pas Elisabeth Borne, un remaniement ministériel profond ne s'impose pas, avec des ministres qui parfois posent vraiment problème, je pense à Pape Ndiaye, je pense à Marlène Schiappa, etc. Est-ce que là, ça s'impose pas dans les semaines à venir, peut-être plutôt à la rentrée maintenant, comme on est mi-juillet ? Oui, vous avez raison. Bon, je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un remaniement dans les mois qui viennent, ça j'en ai la quasi-certitude. Je me suis laissé entendre qu'au Conseil des ministres, le président de la République avait expliqué à ses ministres qu'il savait ce qu'ils ressentaient, etc. Les ministres eux-mêmes sont assez fébriles. Beaucoup d'entre eux savent très bien qu'ils sont sur un siège éjectable. Vous citiez Marlène Schiappa, l'affaire du fonds Marianne et ses récentes polémiques sont de nature, je dirais, à la fragiliser en tant que ministre. Monsieur Ndiaye a tout de même cumulé un certain nombre de polémiques
qui l'ont rendu assez impopulaire auprès des Français et qui en font un ministre encombrant, en plus d'avoir un bilan calamiteux. Donc je pense qu'effectivement, certains ministres seront sur la sellette, là où d'autres seront, je pense, confirmés ou renforcés. Comme dans tout gouvernement de la Ve République, il y a des hommes forts et puis il y en a d'autres dont le remaniement sert, l'expression est un peu barbare, mais de purge. Et donc, d'éliminer ceux qui, effectivement, politiquement, sont plus un encombrement pour le président qu'une facilitation. Et effectivement, certains profils doivent commencer à préparer leur carton et pourront peut-être quitter leur poste dans les semaines, mois à venir. Oui, bien sûr. Est-ce que le roi est nu, Paul Melun ? Est-ce que le roi est nu ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'intéresse. C'est un des enseignements que je tire quand même de ces 100 jours, et même plus généralement depuis 2017, c'est que notre président de la République, et ça, à la rigueur, c'est pas vraiment de sa faute d'ailleurs, c'est de la faute de l'évolution de notre pays et de son abandon de souveraineté, n'a plus vraiment le pouvoir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que le pouvoir est passé entre les mains, pour partie, pas entièrement bien sûr, d'institutions internationales, entre les mains de l'Union européenne d'abord, que le président de la République a les mains moins libres qu'avant, qu'aujourd'hui, ceux qui font la loi dans le monde, sans tomber dans le complotisme, ce sont des patrons des GAFA, les big tech, disons, c'est Madame von der Leyen, voilà. Mais le président de la République, et plus encore ses ministres, n'ont pas le pouvoir d'actionner les leviers comme le général de Gaulle pouvait le faire dans les années 60, voyez-vous. Je pense que le pouvoir a déserté le politique. C'est pas moi qui le dis. Le dernier à l'avoir dit, j'entends bien ce sujet-là, c'est Jacques Attali. Et il a eu raison, Jacques Attali. Il a bien fréquenté le pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il sait de quoi il parle. Et effectivement, oui, le pouvoir, il est plus à l'Élysée aujourd'hui, évidemment. Merci beaucoup, Paul Melun, pour toujours un plaisir de vous avoir. Essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions Louis Cerf. Je vous avais reçu dans Berkov dans tous ses états, et je le répète, c'est un excellent livre à lire sur la plage ou à la montagne ou chez soi cet été. Comme un avion sans aile. On a parlé hier des industries d'armement françaises et on se félicite de la vente de 26 Rafale Marine à l'Inde, qui avait déjà 36 chasseurs de chez Dassault dans son arsenal, et de 3 sous-marins Skorpen. Des accords d'État à État dans lesquels la France n'a pas eu à demander d'autorisation à qui que ce soit. Mais si on sabre le champagne à Paris, on boit la soupe à la grimace à Londres, toujours pour un contrat de vente de chasseurs. En effet, le chasseur Eurofighter Typhoon, concurrent du Rafale et assemblé en Angleterre, est un programme britannico-germano-italo-espagnol. Et les Britanniques sont furieux car les Allemands refusent de livrer 48 appareils à l'Arabie Saoudite sous la pression des vice-chanceliers et de la ministre de la Défense, tous deux issus des Verts, Robert Habeck et Annalena Baerbock. Olaf Scholz a acquiescé puisqu'il ne peut pas se permettre une implosion de sa coalition gouvernementale. Un veto incontournable puisqu'un tiers de l'avion est fabriqué en Allemagne et qui rend furieux tant à Londres qu'à Riyad. Alors imaginons si demain on faisait le SCAF, l'avion du futur avec les Allemands et d'autres, et que ceux-ci refusaient que nous exportions à tel ou tel pays, que ferions-nous ? Cependant, ce veto est peut-être une bonne nouvelle pour la France, car les Saoudiens pourraient se tourner vers le Rafale qui ne contient ni technologie américaine, ni technologie allemande. Quand on pense qu'il y a encore peu de temps, le mot souveraineté était un gros mot. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je voudrais pousser un coup de gueule contre la politique menée depuis des années en termes de sécurité routière. En effet, à Saint-Malo, un homme de 81 ans a renversé sur un passage piéton Marcel, 83 ans, et sa petite fille âgée de 13 ans. Marcel est décédé tandis que sa petite fille, projetée à plusieurs mètres, a survécu. Alors ce serait un tragique fait divers si on ne savait pas ce qui s'est passé, toujours à Saint-Malo, sur le même boulevard Chateaubriand, le 7 avril dernier. Le même conducteur avait renversé toujours sur un passage piéton un homme de 80 ans qui était décédé suite au choc. Et la famille de Marcel et de sa petite fille, on les comprend, ne comprennent pas comment on a pu laisser son permis à un homme qui avait tué quelqu'un, fût-ce de manière involontaire. Alors moi je le dis, comme aux États-Unis, je pense franchement qu'il faudrait repasser le permis à intervalles réguliers, c'est tous les 5 ans là-bas en général dans les États, pour éviter que de tels drames puissent avoir lieu, même si ce n'est pas franchement porteur électoralement.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bravo à un policier hors service qui a peut-être évité hier un carnage dans le TGV Annecy-Paris. Un individu porteur d'un couteau a semé la panique et le policier a tenté de le maîtriser. L'individu lui prenant son arme de service et tirant selon les sources 1 ou 2 coups de feu. Arrivant à immobiliser l'individu, celui-ci a été attaché avec les ceintures des passagers avant d'être interpellé par les forces de l'ordre et d'être placé en garde à vue à Autun. Alors bravo à ce policier pour son courage et rappelons que les policiers et les gendarmes sauvent beaucoup plus de vies qu'ils n'en suppriment chaque année. Alors ils étaient sur les Champs-Élysées. Merci à vous toutes et tous qui nous protégez du 1er janvier au 31 décembre. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. La culture dans tous ses états. On va faire un tour de France des spectacles qu'il ne faut pas rater. Il y en a d'autres bien sûr, mais on va en faire 7 cet été. On commence avec une pièce de théâtre drôlissime, drôlatique, un conseil d'amis, et nous sommes avec un des acteurs qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Bonjour Manuel Gélin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Bah, chaudement, mais bien. C'était la météo de Rémi André. Vous permettez qu'on écoute un extrait de la pièce? Bien Allez, sûr. c'est parti. Je m'appelle Boris Lefebvre. Alain, dont je suis l'ami le plus proche, est venu me rendre visite pour me demander un conseil afin de trouver une solution au dilemme qui le tourmente depuis quelque temps. Tu me demandes de t'aider, je t'aide. Je n'aurais jamais dû l'aider. Tu sais que tu m'as foutu dans une sacrée merde, toi. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais c'est pire que ça, tu vas quitter ta femme. Tu pars pour quelqu'un, tu vas t'inventer une liaison. T'as rencontré quelqu'un? Pourquoi te faire davantage de mal? Mais pour comprendre! Je veux connaître son nom! Son nom! Et là, ton talent d'improvisateur a fait un malheur. Alain, des explications? Bon, tu rentres si tu te calmes! Je suis calme! Mais comment t'as pu t'en faire un ami? Alors ça me... Je ne suis plus ton meilleur ami depuis 2 minutes. Je suis libertine. Alors, vous avez reconnu les voix, vous êtes 4 sur scène, vous évidemment Manuel Gélin, Marie Fugain, Juliette Maignac, Christian Vadim. Alors vous êtes vous me permettez, un loser total qui veut rompre avec complet. sa femme, qui est plus jeune et plus Complet. jolie que lui, mais le fait qu'il la quitte pour personne, ça lui pose problème et il va s'inventer une liaison un peu originale, on peut le dire comme ça. On peut dire ça, sans dévoiler, on peut dire ça comme ça, oui. En fait, lui, c'est un ado attardé, quoi. Il est un petit peu... voilà, il a vraiment tous les stigmates de masculin, lâcheté, enfin, il est bien servi. Voilà. Il est bien servi. Alors justement, votre compagne, c'est Juliette Maignac dans la pièce. Votre meilleur ami, c'est Christian Vadim. Et Ouais. en fait, la pièce se démarre, vous annoncez que vous voulez rompre à votre ami Christian Vadim. Ça commence à être un champ de bataille à 3 avec votre femme, et après ça devient carrément un champ de bataille à 4 avec Marie Fugain, qui est la femme de Christian Vadim. Absolument, absolument. Ben là, on est dans du fédo moderne, quoi. Hein. Ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, on peut pas tout dévoiler, mais effectivement, le pauvre Alain, il va suivre le conseil de son meilleur ami, mais pas à la lettre, quoi. C'est à le dire. Vous avez cité un nom que tous les amateurs de théâtre comique, de théâtre de boulevard aiment, Fédo. Moi, j'avais préparé une question pour conclure, mais je vais l'anticiper. Moi, votre pièce, je me dis que c'est un mix entre Fédo et La Cage aux Folles. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que La Cage aux Folles, c'est pas du Fédo, mais c'est quand même une grande pièce de théâtre, on sera d'accord, hein? Ah bah, on est complètement d'accord. Oui, il y a un petit clin d'œil d'ailleurs à la Cage aux Folles. Alors, on peut pas tout dévoiler, effectivement, mais pour moi, c'est de la bonne comédie, bien écrite, bien mise en scène. On a la chance d'avoir l'auteur qui met en scène le spectacle, donc il y a eu des trouvailles et c'est vraiment très très agréable. Et voilà, là, on a joué à Paris pendant 3 mois, on était en tournée avant, on repart en tournée. Oui. Voilà, on repart en tournée. On sera cet été, on sera sur le 18 juillet à Fréjus, le 3 août à Pézenas, Voilà, le 5 août à Ramatuelle et le 6 août à Aise. Manifestement, vous aimez le Sud-Est, hein? Bah, ça m'arrange bien vu que je suis en Espagne là. Ça m'arrange bien de pas aller jouer à Tourcoing, vous voyez. Oui, c'est vrai, c'est pas le même coin. Manuel Gélin, le jeu d'acteur est exceptionnel à tous les 4. Hein, je rappelle Marie Fugain, Juliette Maignac, Christian Vadim et vous-même. Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir une telle osmose
J'ai eu la chance de voir la scène ensemble, parce que c'est rare de voir des comédiens se trouver comme cela, c'est assez extraordinaire. Et en fait, c'est ce qui revient très souvent dans les bonnes critiques, en tout cas de la pièce, c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose. On est comme une famille. Et c'est vrai que les gens, à chaque fois, me disent c'est dingue parce qu'on sent que vous vous connaissez très bien. Et en fait, quand Didier Caron m'a parlé de cette pièce, j'ai commencé à la lire et tout ça, je me dis on va faire un casting, je vais prendre des copains. Je vais prendre des copains qui ont un petit nom aussi, mais je vais jouer carrément le côté un peu Christian, on se connaît depuis très très longtemps, on allait au home d'enfants ensemble, donc ça remonte. Ah oui. On se connaît très très bien, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Marie Fugain, on avait déjà travaillé ensemble. Bon, Juliette, c'est mon épouse aussi dans la vie, donc on s'est connus au théâtre. Je l'ai pas dit, mais elle est votre épouse dans la pièce également. Je voulais pas dévoiler votre vie privée. Voilà. Elle est comme dans la vie, sauf que dans la vie, elle me donne pas de claques. Et, ah oui, parce voilà, que vous en quoi. prenez un paquet de claques, hein. Mais quelque part, oui, vous les méritez un peu quand même, non? Ah, franchement, dire le contraire, ça serait abusé, quoi. Non, mais ça, c'est sûr que c'est un boulet, hein. C'est vraiment. Il est pas méchant, mais c'est l'ami catastrophe, quoi, vraiment. Si je vous disais, Manuel Gélin, que dans ce film, vous êtes un peu le François Pignon du couple. Vous en pensez Ouais, c'est quoi? un peu ça. Oui, on peut. Ça pourrait être c'est un personnage weberien. Est-ce qu'on pourrait dire weberien en parlant de Francis Weber? Oui, mais complètement. C'est Pignon. Oui, c'est Pignon. Et on imagine que vous prenez vraiment beaucoup de plaisir à jouer tous les quatre? Ah oui, on prend un vrai plaisir. C'est ça, c'est pour ça que ça se ressent. Les gens le ressentent, c'est-à-dire que la pièce est bien écrite. Bon, tant mieux si on dit qu'elle est bien jouée, etc. Mais les gens, quand ils sortent, ils disent mais c'est incroyable parce qu'on a l'impression que c'est pas une impression, on se connaît vraiment et on est tellement heureux et donc on a d'autres projets derrière ça. On va continuer à jouer ensemble. Voilà. Je vais vous poser une famille et on va la garder. Je vais vous poser une question indiscrète pour conclure. Moi, ça m'a rappelé deux pièces de théâtre, Oscar et La Cage aux Folles, qui ont été tous les deux adaptés au cinéma, qui ont été des cartons au cinéma. Vous envisageriez pas une version cinématographique d'Un conseil d'amis? Alors, cinéma, je suis pas sûr, mais il y a peut-être en projet, effectivement, d'en faire un téléfilm pour la télévision. Mais ça m'appartient pas après. Mais il y a des gens des chaînes qui ont émis l'idée que ce serait peut-être pas con d'en faire un téléfilm en tout cas, quoi. Maintenant, bon, voilà. Ce sera à mon avis une excellente idée. Merci Manuel Gélin. Je vous salue Juliette Méniac qui est probablement avec vous. Et vous saluez également. Non, elle est en tournée. Elle est en tournée. C'est ça les sacs à manque. On est parti jouer une autre pièce en Corse et puis je la retrouve à Fréjus. Et alors si vous voulez vraiment rire, c'est le 18 juillet à Fréjus, le 3 août à Pézenas, le 5 à Ramatuelle et le 6 à Aise. Merci à vous Manuel Gélin. Ça c'est pour cet été. Cet été. Et après voilà. Merci de m'avoir reçu. Et si vous voulez vraiment vous marrer, faut pas hésiter l'ombre d'une seconde. C'est un conseil d'amis. Et ça, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil d'amis. Avec un immense plaisir, on se retrouve. On va prendre la direction des Hautes-Pyrénées. Jazz à Luce, un festival de jazz en ce moment même. Et ensuite, dans un café-théâtre parisien, Le Grenier. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Quand on pense jazz, on pense Nouvelle-Orléans, mais on peut aussi penser Hautes-Pyrénées et Vallée-Toye en particulier. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Lérac, fondateur du festival Jazz à Luce, qui a commencé hier et se terminera demain soir à Luce-Saint-Sauveur. Bonjour Jean-Pierre Lérac. Bonjour. On écoute un extrait d'un groupe qui est présent chez vous. On écoute Bagarre de Bol, quelques instants. Jean-Pierre Lérac, c'est du jazz, mais du jazz un peu modernisé, du jazz électro, là. Alors là, sur ce projet, oui, c'est vrai que non, sur le festival, il est un peu particulier. On est loin des formes du jazz traditionnel, c'est sûr. Nous, ce qu'on défend, c'est un petit peu plutôt la partie expérimentale du jazz. Et donc, voilà, dans les gens le public vient un peu chercher, c'est jazz hors des sentiers battus. C'est un petit peu un festival où on vient de découvrir plutôt que écouter du jazz traditionnel, oui. Le festival, c'est vous qui l'avez créé il y a déjà plus de 30 ans, en 1991 ? Exactement, c'est moi qui l'ai créé.
À l'époque, c'était un pari un peu fou comme ça. Oui. On avait évidemment, donc on était parti sur c'était presque inconscient. Et donc voilà, le festival petit à petit a fait son chemin, s'est construit avec le public, on a fidélisé un public au fil des années. Et puis on s'est affiné dans le sens où c'est vrai que le festival maintenant il est connu parce qu'on est très peu de festivals en fait à défendre des musiques un petit peu hors sentier battu. Hors des sentiers battus, voilà, on peut l'appeler. Et c'est vrai que c'est du jazz, c'est des formes de musique très très différentes. C'est assez, tout au long du festival, on voit des musiques très 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 différentes. Ça va des musiques impro très très minimalistes jusqu'aux formes comme on vient d'écouter avec le groupe Ball, des formes très 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 rock presque, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un paysage très large, quoi. Vous avez parlé de paysage, c'est un festival que vous voulez musical et esthétique, et pour l'esthétique en plein air à Lucin-Sauveur, entre le pic d'Ardiden et le pic de Bergonce, là ça doit être magnifique d'écouter du jazz en regardant ces paysages. Ah ben écoutez, au moment où je vous parle, en fait, je suis en étant plein milieu d'une balade, parce qu'il y a pas mal de balades dans le festival. C'est vrai qu'on fait profiter aux festivaliers des alentours de Luce, sur des promenades raisonnables au niveau difficulté évidemment, mais ce sont des balades agrémentées évidemment de musique ou d'autres surprises. Voilà, là on est au milieu, au pique-nique, au milieu de la nature, au bord d'une chapelle. Au moment où je suis en train de vous parler, voilà, donc c'est le côté bucolique aussi du festival. On aurait tort de ne pas profiter de ce cadeau qu'il y a autour de ce village en fond de vallée. Oui. Mon petit doigt me dit que ça doit être la chapelle de Solferino au-dessus de Luce. Il y a 15 lieux de concert, c'est énorme pour un village de 1000 habitants. Ben, c'est sûr que le festival, en plus c'est pour le village c'est super parce que ça ouvre un peu la saison, c'est quand même un village touristique. Oui. Donc c'est les premiers. Nous on fait ça un petit peu en dehors de la grosse vague des touristes du 14 juillet jusqu'au 15 août. Et c'est vrai que ça ouvre un peu les animations. C'est un petit peu comme ça. En tout cas, en plus on fait que le festival soit bien vu dans tout le paysage. Il y a beaucoup d'animations dans la ville. Donc on essaie de faire beaucoup de concerts passerelles, etc. pour qu'il y ait une vraie que les gens de la ville de Luce et les touristes partagent aussi cet événement, profitent aussi de cet événement. Et quels sont les concerts à venir aujourd'hui ou demain? Mettez-nous en appétit. Alors aujourd'hui, on a une journée, je vous dis, on est en plein pique-nique. Pendant ça, en même temps, il y a un concert pour des enfants de bas âge, presque des bébés. Et en même temps, il y a des projections de films sur John Zorn, des films réalisés par Mathieu Amalric. Il y a tout ça en même temps, on partage le public parce que c'est vrai qu'au niveau des jauges, sinon ça serait un peu trop de monde. Donc on éclate un peu le public en plusieurs parties. Et donc la journée après, nous aurons un trio de jazz allemand qui est complètement inédit en France. Et après, on a un groupe La Jungle, quoi. Je crois que beaucoup de gens attendent parce que ça va être un moment un peu de jazz électro, là, ça va un moment très dansant. Et puis on terminera par des balades surprises dans la nuit. C'est-à-dire les gens, on les amener dans un endroit secret. Magnifique. Un concert en pleine nuit, au milieu des forêts. Voilà. Donc voilà, on essaie de varier les plaisirs chaque année. On peut acheter les places par Internet, faut réserver, ou on les achète directement en arrivant à Luce? Oui, les deux sont possibles. Les deux sont possibles sur le site du festival. Ils vous amènent sur Festic, on pouvait prendre les places sur Festic, mais il y a possibilité de prendre les places sur place évidemment parce qu'on a un chapiteau qui est sur les concerts du soir qui autorise. On n'a pas de jauge limitée pour le moment. Magnifique. Merci beaucoup Jean-Pierre Lérac, fondateur du festival Jazz à Luce. Ça se termine dimanche, alors n'hésitez pas à y aller. C'est à Luce, Saint-Sauveur dans l'Haute-Pyrénées. On conclut, avec encore un morceau de Bol Berlin. Merci. Vous voyez, c'est vraiment du jazz new look et c'est un magnifique festival dans un endroit absolument magnifique. Il y a les pièces de théâtre, il y a les festivals tous styles confondus, il y a les sons et lumières un peu partout en France, mais il y a des gens qui viennent en vacances à Paris et des franciliens qui y restent. Et on a une spécialité bien française, le café-théâtre. Nous sommes en compagnie de Sébastien Molina, le patron du Grenier et par ailleurs humoriste. Bonjour Sébastien Molina. Bonjour Philippe David, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Tout d'abord, présentez-nous le Grenier. Le Grenier, c'est une des dernières petites salles parisiennes de 40 places,
dans le 17e arrondissement de Paris, où chaque soir, il y a des humoristes, des magiciens qui se produisent, des jeunes talents aussi, puisqu'on a maintenant des scènes ouvertes, des jeunes talents. Et c'est un endroit très convivial où vous venez rire, vous détendre, passer un moment en famille, entre amis. Les entreprises viennent, nous privatisent le lieu, les CE nous privatisent le lieu. Enfin voilà, tout le monde peut venir au grenier du rire à Paris. Tiens, on écoute un extrait d'un de vos humoristes. Après 4 ans d'arrêt maladie, 4 ans, oui. Ma psy m'a dit que j'étais prête, c'est que je suis prête. Ah mais je vais quand même pas avoir peur d'une classe de maternelle, hein. C'est pas comme au collège, ils sont encore un peu trop petits pour me violer. Pendant ces 4 ans, j'étais complètement détruite. Il a fallu que je me reconstruise. Je l'ai détruite au point d'être une merde. Une sous-merde, j'étais un paillasson. C'était David Bugnac, c'est de l'humour pas politiquement correct. David Bugnac, c'est un des artistes, comme de nombreux artistes passent au grenier, mais c'est vrai que chez nous, pas de censure, on aime vraiment l'humour, voilà, et voilà, c'est un endroit qui n'est pas censuré, le grenier. Votre marraine, c'est quelqu'un qui a un humour pas politiquement correct, c'est une femme, c'est la Bajon. Exactement, elle est talentueuse, elle est magnifique, et vraiment, elle a accepté d'être la marraine du grenier depuis quelques années. On en est très fiers parce qu'en plus elle cartonne. Elle est en tournée sur toute la France en ce moment. Elle était à Tahiti il n'y a pas très longtemps. Ah là c'est sympa en plus. Ouais, c'est sympa en plus. Elle s'est bien fait bronzer. Hein. C'est mieux que Dunkerque. On salue les Dunkerquois. Oui, on les salue. Allez pas foutre la merde avec les Dunkerquois. Vous-même vous êtes humoriste. Vous avez repris la scène. Vous êtes humoriste. C'est vrai que moi mon métier c'est comédien à la base et j'ai eu cette opportunité de reprendre cette salle en 2018 dans lequel je joue aussi. J'ai joué pas mal au théâtre. J'étais pas mal dans différents théâtres parisien avec Olivier Belmondo avec qui on a monté pas mal une pièce d'ailleurs qui s'appelait Ma bonne étoile a perdu le nord. Et puis voilà, je continue, voilà, mais c'est très il faut gérer la salle, il faut gérer les artistes et puis il faut gérer toutes les crises qu'on a passées aussi pour tenir le coup. Vous êtes rue Rennequin dans le 17e, c'est pas trop dur de se garer pour venir chez vous parce que dans Paris, c'est pas toujours une sinécure. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que dans le 17e quand même, ça reste encore un endroit accessible aux autocarés. Oui, c'est rare. Merci à Anne Hidalgo. Voilà. D'ailleurs, Anne Hidalgo, vous avez vu, 1,7% de la dernière présidentielle, Anne Hidalgo. Oui. Même sur mon portable, j'ai plus de batterie, c'est pour vous dire. Vraiment. Donc, on remercie la politique parisienne qui est en train de nous flinguer tous les commerces parisiens, les salles de spectacle. Et on en discute souvent avec d'autres artistes. Donc, vraiment, faut le dire aux gens, il faut sortir, il faut aller voir les artistes où vous soyez. C'est très important. Comme je dis toujours, il faut que le spectacle vivant reste vivant. Alors, vous avez un autre humoriste. Lui, je pense qu'il a un petit côté Pierre Doris en termes d'humour noir et en termes d'humour trash. On peut le dire. Il s'appelle Thierry Cometti. On écoute un extrait. Ça excite Jean-Luc. Alors, donc, Humour Grivois m'en faire une courte et efficace, vous allez voir, ça va aller très très vite. C'est deux copains qui se rencontrent dans la rue, un qui dit, dis donc, si c'était la fin du monde dans un quart d'heure, toi tu fais quoi? Moi je dis tout ce qui bouge, et toi, je bouge pas. Ouais, Thierry, c'est un Lyonnais, il vient très souvent au grenier aussi. On a vraiment une vingtaine d'artistes qui passent régulièrement. On a un magicien aussi, Loïc Marquet, qui est extraordinaire. On a des jeunes scènes ouvertes. C'est ça que je voudrais vraiment vous parler des jeunes, parce que c'est très important. Tous les jeunes artistes démarrent dans ces petites salles, et c'est très important que ces salles continuent d'exister, parce que Foresti, tous ces gens, beaucoup ont commencé Olivier dans des Benoît, cafés-théâtres, qui vient aussi chez nous tester ses sketchs. Tout le monde a commencé dans ces petites salles. Donc là, on a Lucien qui vient, on a Sévac, on a Charny, on en a d'autres, voilà. Et ça, c'est très important. Il faut donner la place à tous ces jeunes artistes pour lancer leur spectacle et démarrer leur carrière. Alors, vous donnez la chance à des artistes. Je crois qu'à la rentrée, même, vous allez passer une annonce sur votre site. Vous avez un sketch de 5 minutes. Exactement. Vous venez et on vous met sur scène. Racontez-nous. Ça va peut-être donner des vocations chez les auditeurs de Sud Radio. Écoutez, moi, je suis un des seuls lieux qui ne fait pas de casting. C'est-à-dire que les gens m'appellent, ils me disent voilà, j'ai 5 minutes à tester, ils viennent sur scène et je sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment, alors à 99%, on est vraiment agréablement surpris. Des fois, il y a des mauvaises surprises, mais en tout cas, je préviens le public et je dis voilà, ce soir, il n'y a pas de censure. Vous allez voir quelqu'un qui vient tester 5 minutes sur scène et je suis le seul à faire ça dans tout Paris. Déjà, des fois, les gens me demandent, me disent mais pourquoi tu prends des risques? Pareil, je me dis mais il y a aucun risque, on va pas mourir, vous inquiétez pas. c'est que de l'humour. Dans le plus grand cabaret du monde, c'est que de l'amour. Vous, voilà. Que de l'humour. Nous, c'est que de l'humour, exactement. Merci Patrick. Si tu nous écoutes, Patrick, magnifique. Si tu nous écoutes, Patrick, on t'embrasse, comme tu viens régulièrement sur Sud Radio. Alors, en ce moment, sur scène, il y a les irrésistibles du rire. Exactement. Chaque soir, un plateau d'artistes avec humoristes, magiciens et des jeunes artistes qui passent, et ça,
toute l'année, tous les soirs, et même cet été. Là, on est ouvert 7 jours sur 7, tout l'été, jusqu'à fin août. Voilà. On a décidé de rester ouvert pour détendre les gens de toute la France, le public parisien et tous ceux qui veulent venir au grenier. Ceux qui partent en vacances ou ceux qui viennent à Paris, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de province passer des vacances à Paris pour voir la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, etc. Alors vous, vous êtes plus un café-théâtre ou un cabaret? En fait, on a un dîner-spectacle, parce que le modèle économique de la salle ne peut pas être simplement un café-théâtre et vendre que de la billetterie, parce qu'il n'y a que 40 places, donc c'est très petit. Donc en fait, ce qui nous fait vivre, c'est le dîner-spectacle, et c'est vrai que c'est très sympa, parce que les gens, en fait, viennent déjeuner ou dîner, donc ça leur permet de se retrouver, discuter, et ensuite ils sont face à la scène et ils viennent découvrir des artistes de grand talent. Alors parlez-nous un peu des formules dîner-spectacle que vous avez. Oui, en fait, vous avez tout sur le site legrenier-dînerspectacle.com. Il y a 2 tarifs, c'est vraiment très sympa, c'est dîner plus spectacle. Et puis il y a un repas, entrée plat, dessert, entrée plat, fromage, dessert. C'est vraiment en toute convivialité, c'est vraiment super. Et ce qu'il y a de bien, il y a quelques temps, en remplaçant André Berkoff, j'avais fait un débat peut-on encore rire de tout. On avait Régis Maillot, Alexandre Pell et Evelyne Dresse qui avaient joué dans La Tendresse Bordel. Ce qu'il y a de bien au grenier, c'est qu'on rit encore de tout. Exact. Excusez-moi, ça met un coup de jeune, on rajeunit de 40 ou 50 ans, même pour ceux qui en ont 25. D'ailleurs, vous parlez d'Alexandre Pell. Alexandre est venu il n'y a pas très longtemps. Alexandre, si tu nous écoutes. Alexandre, magnifique. Je sais qu'il est à Avignon en ce moment. Oui, Alexandre, je crois, oui. Il est venu faire quelques minutes sur scène. Et c'est vrai qu'on a cette chance au grenier d'être libre. Voilà, la liberté. Et la liberté, c'est comme sur Sud Radio, parlons vrai, un excellent café-théâtre où aller cet été. Moi je le montre à la caméra, regardez, il est là. Le grenier, chaque soir sur scène, humoriste et magicien, les irrésistibles du grenier, le plus convivial de Paris. Tout de suite, on va parler. Oui. Non mais vraiment, je veux vous remercier, Philippe David, de nous avoir invités, parce que c'est tellement difficile d'avoir accès aux médias, et merci d'aider toutes ces petites salles là qui sont là. Souvent, il y a beaucoup de place dans les grosses structures, mais les petits, on les oublie un petit peu. Et bien là, on va parler d'une autre salle de théâtre avec une autre pièce de théâtre dramatique avec Hortense Diftin qui arrive dans le studio. Merci. Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Et on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, puisqu'on l'avait eu comme humoriste, Hortense Diftin. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Comédienne également. Alors Hortense Diftin, vous avez coécrit avec Jean-Marie Lhomme et co-mise en scène avec Benjamin Baffy une pièce dans laquelle vous jouez. Elle s'appelle Son bien le plus précieux, ou jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour 10 millions d'euros. On écoute un extrait. Tu sais qu'il y a des gens qui seraient prêts à vendre le rein de leur enfant pour de l'argent. Ah oui? Ouais. Mais ça se vend bien. D'ailleurs, maman, le mois prochain, avec Sophie et des amis de hashtag on ne se laisse pas faire, hashtag plutôt crever, on descend dans la vallée de Chevreuse. Mais on le sait qu'elle est morte, c'est pour ça qu'on nous a appelés, on est déjà au courant. Hein? Une lettre recommandée? On ne va jamais chercher lettre recommandée. C'est jamais des bonnes nouvelles. Grand-mère. Alors, cette comédie, racontez-nous ce qui se passe. Elle est, je cite le dossier de presse, très adaptée de l'héritage de Guy de Maupassant. Bah oui, avec Jean-Marie Lhomme, on a écrit cette pièce. Et puis donc, c'est une famille qui doit hériter du bien le plus précieux de sa vieille tante, un Monet. Mais à la condition sine qua non que la fille de la famille, Henriette, soit enceinte pour faire perdurer le nom de la famille. Comme on vient d'entendre, la mère ne va jamais chercher l'être recommandée parce que c'est jamais des bonnes nouvelles. Elle apprend la nouvelle un petit peu tard, donc il lui reste plus que 2 mois pour que sa fille tombe enceinte. Et donc on a écrit cette pièce qui est très sympa. Et pour l'anecdote, mon ami, donc Jean-Marie Lhomme, fait lire la pièce à un ami à lui qui lui dit « Mais tu sais, cette pièce a déjà été écrite. » Et non, c'est pas possible, non. Et d'ici, il y a une nouvelle de Guy de Maupassant qui s'appelle L'Héritage, et c'est le même pitch. C'est fou. C'est un truc de dingue. Comme c'est un de mes auteurs favoris, j'étais plutôt fier. Alors, problème, votre fille, elle n'a pas de compagnon, elle pense plus à la planète qu'à faire un enfant. Et vous, je vais vous faire une remarque peut-être un peu désagréable, vous êtes très cynique quand même. Ah, je suis très cynique et très vénale. Et puis alors, rien ne m'arrête. C'est clair. À 10 millions d'euros, j'en connais un paquet qui le serait aussi. Tout à fait. Donc oui, la mère, elle est marrante parce que c'est pas très politiquement correct. Elle trouve que sa fille est moche, elle va lui dire. Elle a pas d'angoisse avec ça. Ils sont assez marrants parce que c'est ça qui est bien avec la pièce, c'est qu'elle est vraiment dans l'air du temps. Il y a les boomers d'un côté, donc le père et la mère, qui eux veulent bien faire des efforts, mais quand leur fille fait un drame parce qu'ils vont manger une pizza, ils comprennent plus où ils en sont. Et puis il y a elle qui est la caricature de la gamine qui irait envoyer sa pomme pote sur la Joconde. Donc c'est pas évident. Mais c'est de l'humour pas politiquement correct. Non, et on aime
ça sur Sud Radio. On écoute un autre extrait. Tout à fait. C'est Tu parti. peux pas trouver un petit copain comme ça pour rigoler à l'occasion, pour te détendre. Tu sais que ça fait du bien quand ça passe. Hein. Pas le Brad Pitt. Brad Pitt. Ah non, Brad Pitt. Et quand tu regardes sa photo de profil, t'as vite compris que c'était pas une faute de frappe. T'as avalé le ticket de caisse? Non, j'ai avalé le ticket de carte bleue, je suis pas bête. Ah bah ça va. La mère qui va même sur les sites où les gens mettent comme photo de profil, vous avez pris quoi pour sa fille, tant elle tient à ces 10 millions d'euros que vaut le bonnet. D'ailleurs, elle va l'affubler d'une robe léopard pour qu'elle se fasse repérer, parce que la mère n'est habillée que en robe léopard. C'est son kiff. Vous n'en avez pas mis aujourd'hui d'ailleurs, parce Non. que c'est vous la mère, vous auriez pu. Hein. J'aurais pu, tout à fait. Alors, les acteurs sur scène, c'est vous-même évidemment, Olivier Sadouane, qui est votre alors mari. il est en alternance avec Oulage, qui va jouer en ce moment avec nous au Théâtre. Oui. Et puis la jeune fille qu'on entendait dans l'extrait, c'est Mélissa Esquerdo, qui fait beaucoup maintenant de scènes ouvertes. Et comme elle est humoriste sur les scènes ouvertes, elle est en alternance avec Sarah Sauté, qui va jouer avec nous au Théâtre aussi à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est vraiment un spectacle, une pièce de théâtre très drôle, pas politiquement correct, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis pour tout le monde, elle est absolument pas vulgaire. Oui. Les enfants peuvent venir, ils rient. Moi, je l'ai joué en province devant les familles, donc ça fait rire tout le monde. Donc c'est plutôt chouette. Ça donne envie aux gens d'aller au théâtre. Voilà, c'est ça qui est bien. Ça donne envie aux gens d'aller au théâtre. Vous allez jouer où cet été? Alors là, pour nos auditeurs qui se cherchent, disent tiens, je ferais bien quelque chose de culturel cet été. Où est-ce que je peux aller? Pour le moment, on joue. Tous les jeudis, vendredis, samedis, là, à partir de la semaine prochaine, au Théâtre à Paris. Il est où à Paris? Alors, il est dans le 15e arrondissement et il est rue Théodore Deck. C'est un petit théâtre qui est très sympa, avec une équipe très chouette et qui, comme notre ami Sébastien avant, donne la chance aux produits. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis ensuite, j'espère qu'on pourra partir en province, mais là, ça sera à mon avis à partir de 2024. À partir une tournée probable, parce que c'est franchement une pièce. Oui, c'est très chouette. C'est très drôle. C'est vous qui l'avez écrite, qui l'avez mise en scène avec le fils de Laurent Baffy. Oui, il est venu nous filer un coup de main, donc ça, c'est plutôt chouette. Et vraiment un bon moment à passer. Elle dure combien de temps, la pièce? 1h15. 1h15. 1h15 de rigolade. 1h15 de rigolade. Je vais vous poser une question indiscrète, vous permettez, Hortense Diftin? Je ne sais pas. Allez-y. Pour 10 millions d'euros, vous seriez prête à faire quoi? Oh vendre ma fille, pas de problème. Et avec mon fils par la même occasion, si ça peut aider. On est habitué. Eh bien écoutez, c'est une pièce très drôle, alors très adaptée, je cite, de l'héritage de Guy de Maupassant. Par erreur, très adaptée par erreur. Son bien le plus précieux, mais j'adore le sous-titre. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour 10 millions d'euros? Et ça se joue donc au Théâtre, c'est ça, à Paris 15e à partir de la semaine prochaine. À 19h30. Eh bien écoutez, pour les Parisiens, pour ceux qui viennent passer leurs vacances à Paris, un autre spectacle comme Le Grenier, excellent à aller voir. Merci Philippe. Avec plaisir. Tout de suite, on va parler de spectacles totalement différents. On prend la direction de ce qui est considéré comme le plus beau site de France, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, pour un spectacle de son et lumière exceptionnel, baptisé Le Millénaire, les Nocturnes de l'Abbaye. Nous sommes en compagnie de François Nicolas, président d'Amaclio Productions, qui fait ce spectacle. François Nicolas, bonjour. Bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs. Oui, très heureux de vous avoir. On vous connaît notamment pour la Cité de l'Histoire, à la Défense, pour Éternelle Notre-Dame, à la Défense également et sous le parvis de Notre-Dame. Vous avez fait de grands spectacles aux Invalides, Carcassonne, à Zell-Rideau et maintenant le Mont-Saint-Michel. Alors le Mont-Saint-Michel, nous y sommes depuis maintenant 6 ans. Absolument. Pour faire les nocturnes. Ce sont les nocturnes de l'abbaye et donc ça consiste en un parcours nocturne dans l'abbaye, donc tout en haut du mont, qui est un parcours lumineux, sonore, narratif, avec de la vidéo monumentale, etc. Et ça dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. On arrive à la nuit tombée et on peut voir le Mont-Saint-Michel comme en fait on n'arrive pas à le voir en journée, surtout que il y a quand même beaucoup de monde en ce moment au Mont-Saint-Michel, puisque ce sont les 1000 ans. Voilà, ce sont les 1000 ans de, non pas du Mont-Saint-Michel, mais de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Absolument. Voilà. Alors, c'est un spectacle qui est à la fois en extérieur et en intérieur. Expliquez-nous. Alors, effectivement, lorsque vous arrivez sur le Mont-Saint-Michel, vous montez tranquillement la grande rue. Le mieux, effectivement, est d'arriver vers 21h, 21h30. Ça permet de commencer à voir le coucher de soleil.
qui est complètement dingue au Mont-Saint-Michel. Et vous savez, il fait toujours très très beau au Mont-Saint-Michel. Il y a toujours un peu de pluie, mais c'est souvent que la nuit, entre 3h et 4h du matin. Donc, n'hésitez pas à venir au Mont-Saint-Michel entre la Normandie et la Bretagne, comme ça oui, parce que là, comme ça on ne fâchera personne. Le Couesnon a fait des mécontents du côté de la Bretagne. Le metteur en scène est Martin Arnaud. Dites-nous en plus sur lui. Alors, Martin il a un Arnaud, point commun avec vous, il a 2 prénoms, et comme moi d'ailleurs aussi. Exactement, voilà. C'est donc quelqu'un de très bien. Oui, comme Patrick Roger d'ailleurs. Comme Patrick Roger aussi, voilà, exactement. Donc Martin Arnaud, c'est la 3e mise en scène que je lui confie. Je lui avais confié un parcours sur les remparts de Carcassonne il y a maintenant 2 ans. Et puis l'an dernier déjà, c'est lui qui avait fait avec Stéphane Bern toute la mise en scène des Nocturnes du Mont, quoi, donc de l'abbaye l'an dernier. Et là, je lui ai confié seul ces Nocturnes à l'occasion du millénaire. Martin Arnaud est un metteur en scène qui aime les grands spectacles, qui aime les choses assez époustouflantes, assez extraordinaires, qui connaît bien toutes les nouvelles technologies, qui est vraiment à la page de tout ça. Il est très, très fréquemment appelé par les grandes organisations internationales pour faire, vous savez, les spectacles d'ouverture. Ça peut être pour le sport, ça peut être pour plein de choses. Oui. Donc, il a les festivals, etc. Voilà, les festivals, etc. Une très très grande expertise sur ces très grands événements. Et pour le millénaire, je m'étais dit il fallait effectivement que Martin puisse nous accompagner. Voilà, c'est un garçon avec qui on travaille beaucoup et qui partage bien toutes les valeurs véhiculées par Maclio Productions dans ces spectacles. Donc, une entente parfaite depuis 3 ans avec lui. Dans ce spectacle, vous avez des technologies innovantes. Vous pouvez nous en dire quelques mots sans être trop technique? Alors, sans être trop technique, je ne vais pas parler justement de trop de technique, puisque ce qui compte, c'est quand même le contenu qui est projeté. Donc, on n'a pas de technologie innovante. Par contre, on va dire c'est un alliage de différentes techniques qui en fait quelque chose de visuellement très très extraordinaire. La plupart des gens qui arrivent dans l'abbatiale après avoir fait tout le parcours, c'est le clou du spectacle, si je puis dire, qu'il faut vraiment voir de nuit. Donc il faut vraiment arriver dans l'abbatiale en fin de parcours après 22 heures, parce que si vous arrivez avant, vous n'aurez pas effectivement toute la beauté de ce spectacle. Et en fait, les gens ont du mal à voir, mais comment ils font ça? Voilà, très marrant. Les gens pensent qu'il y a des hologrammes, les gens pensent qu'on a rempli l'abbatiale d'eau et qu'on y a mis des poissons dedans. C'est effectivement très très bluffant sur le plan visuel. C'est très très beau puisque nous avons fait composer à peu près 6 musiques différentes. Donc c'est des musiques originales tout au long du parcours et dans l'abbatiale. Donc c'est des musiques parfaitement adaptées à ce qu'on voit au rythme des images. C'est un spectacle qui dure 15 minutes, qui est très court. Sur lequel il n'y a pas de texte, il n'y a pas de narration, tout est en sens et l'émotion, et ça touche vraiment vraiment les gens qui se retrouvent devant quelque chose de très très beau visuellement. Et alors on va conclure avec 2 autres spectacles que vous faites cet été, l'abbaye de Fontevraud, c'est dans le Maine-et-Loire, et Perpignan. Alors effectivement, Fontevraud, là la mise en scène, l'écriture du spectacle est comme chaque année depuis 3 ans maintenant Bruno Cellier, avec qui nous avions fait La Nuit aux Invalides, avec qui nous avions fait aussi la réalité virtuelle sur Éternel, Notre-Dame. Et donc là, c'est la 3e année. Voilà, c'est les étoiles de Fontevraud qui commencent à s'ancrer dans le paysage maintenant. Donc ça fonctionne très bien et ça commence mardi prochain, le 18. Et toujours, spectacle nocturne, donc venir à la nuit tomber à Fontevraud, c'est à peu près 1 heure de déambulation dans l'abbaye, dans l'abbatiale. Et c'est très apaisant et très beau. Voilà. Donc et il y aura Perpignan également. Merci beaucoup François Nicolas, président d'Almaclio Productions. Magnifique spectacle. Si vous allez au Mont-Saint-Michel, vous allez à Fontevraud, c'est à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire, ou si vous allez à Perpignan, ce sont des spectacles son et lumière absolument magnifiques. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver un autre François, le pianiste virtuose François Chaplin, pour parler des concerts qu'il va donner pour jouer notamment Schubert et Rachmaninoff. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Et on a parlé de jazz tout à l'heure, on va rester dans la musique. Nous sommes en compagnie de François Chaplin, pianiste virtuose mondialement connu. Bonjour François. Bonjour Philippe. Vous jouiez à Toulouse cette semaine, on va parler de votre tournée d'été.
On va déjà, si vous permettez, écouter d'un extrait de vous au piano, jouant Schubert 4, impromptu dès 899, 3 Andante. François Chaplin, vous tournez un peu partout cet été. Vous étiez à Toulouse cette semaine. Et oui, là, exactement. vous allez, la plus belle ville du monde. Je ne suis pas du tout chauvin, ne vous inquiétez pas. Vous serez au festival de Pont-le-Voix. C'est dans le Loir-et-Cher du 23 au 30 juillet pour plusieurs concerts. Parlez-nous de ce festival. Oui, c'est la 38e édition et c'est un endroit. C'est vraiment un endroit extraordinaire. On joue en fait c'est une abbaye en fait qui est millénaire et on joue dans le manège royal. Donc le manège royal à l'époque il servait, j'imagine, aux chevaux et c'est une acoustique vraiment magnifique avec du bois. La jauge est de 500 places à peu près. Et c'est vraiment un endroit incroyable parce qu'on arrive, on se dit bon bah c'est un petit village dans le Loir-et-Cher à côté de Blois et c'est vraiment un endroit magnifique pour faire de la musique. Et donc c'est la 38e édition et donc le 23 juillet prochain, je serai en compagnie du grand violoncelliste Marc Coppet. Oui. Et on fait une soirée autour de Brahms, exactement, avec la célèbre première sonate. Il en a écrit 2, et on jouera la première, notamment. Le 29, vous allez faire les Schubertiades avec le pianiste David Cadouche et le Quatuor Mona. Exactement, c'est un jeune quatuor de jeunes femmes, et qui commence à être très connu. Et puis David, évidemment, est quelqu'un de connu, David Cadouche. Et là, on va faire vraiment une Schubertiade. Donc, c'est une Schubertiade, c'est-à-dire que c'est de la musique de chambre avec des copains, en fait. Et donc Schubert, c'est mon, j'allais dire, c'est mon petit chéri parce que je joue depuis très longtemps. Et c'est autant, franchement, c'est vrai, la musique de Bach, on peut dire qu'elle est proche de Dieu, à l'instar de la musique de Mozart. Et la musique de Schubert, je trouve qu'elle embrasse en fait l'humanité. C'est une musique où on peut vraiment se confier, où le musicien peut se confier, et puis l'auditeur reçoit justement. Il y a une vraie communion. C'est ça qui est extraordinaire. Et le 30 juillet, vous jouerez une masterclass publique sur Schubert au festival de Pont-le-Voix. Mais après, vous allez mettre le cap au sud, le 1er août. Oui. Un lieu magnifique, le festival Classic Live Nice au cloître de Cimier. Et vous allez jouer à 2 pianos les 2 suites de Rachmaninov avec Marie-Joseph Jude, puisque ce sont les 150 ans de Rachmaninov. Et oui, c'est un anniversaire qu'on ne pouvait passer sous silence quand même, parce que c'est vrai, c'est un compositeur russe tellement connu. Et autant tout ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, bon, bien sûr, mais la musique, elle est au-dessus de ça. Et c'est un anniversaire qu'il fallait vraiment célébrer. Et je trouve ça vraiment... Et en plus, ce sont vraiment des suites extraordinaires. La musique de Rachmaninov est extrêmement brillante. Et puis c'est vraiment, on peut dire que c'est vraiment le dernier des romantiques. C'est vraiment un grand compositeur. François Chaplin, c'est la fête nationale aujourd'hui. Vous jouez dans le monde entier. Est-ce que c'est différent de jouer dans son pays ou hors de son pays ? C'est différent en fait, dans le sens où peut-être qu'on ressent plus de pression quand on joue en France, surtout à Paris, quand on est parisien, parce que il y a les journalistes, peut-être la presse française, et puis et quand on joue à l'étranger, moi je me sens peut-être plus libéré. On représente la France parce que souvent on joue de la musique française, et très souvent moi je joue de la musique française donc à l'étranger, de Claude Debussy, Maurice Ravel, Gabriel Fauré. Et c'est deux manières différentes en effet d'envisager les choses. Je vous donne le programme. 23, 29 et 30 juillet au festival de Pont-le-Voix, c'est dans le Loir-et-Cher, et le 1er août le festival Classic Live Nice au cloître de Cimier, et c'est un régal de vous écouter. Merci à vous François Chaplin d'avoir été sur Sud Radio.
Merci Philippe. Et on va conclure, on n'avait pas mis de livre, on va mettre un livre pour les vacances, le livre d'une voix de Sud Radio. Bonjour Philippe Spanghero. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est à 56 jours du début de la Coupe du Monde de rugby et au cœur de l'Ovalie, 150 expressions, mots et anecdotes de légende sur le rugby. Ce livre, vous l'avez écrit avec Médéric Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard et vous êtes très très bien entouré avec Vincent Clerc, Thierry Dussautoir, Omar Hassan, etc., Daniel Herrero aussi. Oui, c'est ça, c'est une belle aventure collective quand le Robert m'a proposé le projet en compagnie de Arnaud et Médéric, qui sont les cautions linguistiques du Robert. J'ai demandé la possibilité d'aller chercher des gens que j'avais croisés dans ma vie sportive et professionnelle, et j'ai demandé à ces gens-là de témoigner autour de mots qui avaient une résonance particulière pour eux. Et donc ça donne des très jolis mots. Daniel Herrero qui a écrit sur l'équipe, Thierry Dussautoir sur le capitaine, Vincent Clerc sur les vestiaires ou encore le bouclier de Brennus. Mon oncle Walter sur le 15 de France. Enfin voilà, il y a beaucoup de très jolis mots. Alors il y a beaucoup d'expressions. Une expression connue par tous les amateurs de rugby, la cabane est tombée sur le chien, dont l'origine est surprenante et on l'apprend dans votre livre. Oui, c'était intéressant de pouvoir aller à la redécouverte finalement de ces mots et expressions du rugby. Et donc pour celle-ci, j'ai appelé Piero Salviac, qui était à l'origine de cette expression lancée à la télé dans les années 80. Et puis en fait, il m'a raconté l'origine de l'expression avec Pierre Albaladejo, qui constituait ce binôme qui a tant marqué le rugby des années 80-90. Ils avaient toujours des expressions comme ça du terroir. Et à l'époque, il n'y avait pas de mail. Ils recevaient des centaines de lettres de gens qui leur proposaient de nouvelles expressions à placer pendant les matchs de rugby. Mais celle-ci de Piero Salviac, elle vient d'un supporter de La Rochelle, oui. Qu'il avait l'habitude de croiser dans les travées du stade de Flandre, puisque Pierre est originaire de La Rochelle. Et il lui a volé cette expression-là. C'était l'expression d'un supporter rochelais. Voilà, qui est rentré dans toutes les têtes et dans les foyers français pendant les matchs du tournoi. Alors, une expression beaucoup moins connue, sortir les casques à pointe, qui est née lors d'un match qui pourrait être l'affiche d'un quart ou d'un demi-finale de la finale de la prochaine Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas si elle est née à cette occasion-là. En tous les cas, moi, je l'ai raccroché à cet événement-là. Sortir les casques à pointe, c'est une allusion à la forme de casque qu'utilisaient des soldats allemands. Oui. Et ça veut dire aller à la guerre, quoi. Et donc, c'est vrai qu'à une époque révolue aujourd'hui, on savait que les matchs de rugby étaient parfois de vrais combats, quasiment des combats de rue. Et ça a été le cas lors d'un match à Afrique du Sud-France en tournée en 1964 où mon oncle Walter jouait et qui avait été un véritable pugilat avec 5 minutes de bagarre générale. La presse internationale avait appelé ce match Fight Club. Ça avait été d'une très rare violence et j'ai raccroché cette expression à l'anecdote autour de ce match qui est resté dans la mémoire comme étant le match le plus violent de l'histoire du rugby international. Alors, on écoutait François Chaplin. Au rugby, il y a ceux qui jouent du piano et ceux qui les déménagent. Expression très imagée. Oui, mais ça, c'est pour faire la comparaison entre les avants et les trois quarts. Alors, il y en a d'autres, mais c'est vrai que, alors même si les morphotypes ont un peu évolué et que les gabarits sont devenus avec le temps beaucoup plus homogènes entre les avants et les trois quarts, il y a toujours eu vraiment cette distinction, que ce soit au niveau des gabarits ou au niveau même de l'état d'esprit entre les avants et les trois quarts. Donc, cette expression, elle est imagée, elle revient à dire que ceux qui jouent du piano, c'est les trois quarts, qui sont un peu les virtuoses du jeu. Et les déménageurs de piano, c'est forcément les avants, qui sont dans quelque chose d'un peu plus primaire. Voilà. Alors, il y a un dispositif exceptionnel pour la Coupe du Monde de rugby. Question subsidiaire, la France a perdu 3 finales de Coupe du Monde. Pensez-vous, Philippe, que cette année, les mouches vont changer d'âne ? Alors, j'y crois beaucoup. On en parle longuement dans le podcast qu'on a réalisé pour Sud Radio avec Daniel Herrero, 15 de France, la quête ultime, où on a eu avec nous des invités qui ont participé à tous les moments forts de l'histoire des Coupes du Monde. Et ce qu'on a pu analyser, c'est qu'en fait, très rarement, l'équipe de France a abordé cette compétition en étant dans la peau d'un vrai favori et en étant aussi sûr de ses forces.
Voilà, donc aujourd'hui, on a une génération assez exceptionnelle, assez hermétique à la pression, qui a battu toutes les grandes nations et qui est conditionnée pour être championne du monde et pour battre tous les gros sur ce parcours en phase finale. C'est vrai que jusqu'à présent, ce qu'on analyse, c'est que il y a eu un match référence par Coupe du Monde où les Français ont sorti le match, mais ont eu du mal à rebondir derrière. Alors que cette génération-là, je crois qu'elle est tellement programmée pour aller au bout, elle sait qu'il va y avoir des échéances avant importantes et qu'il faudra répondre présent. Merci beaucoup, que les dieux du rugby vous écoutent, Philippe Spanghero, pour cet excellent livre à lire cet été, Au cœur de l'Ovalie, 150 expressions, mots et anecdotes de légende sur le rugby, avec Vincent Clerc, Thierry Dussautoir, Omar Hassan, Daniel Herrero, Nathalie Yanetta, Olivier Magne, Jean-Pierre Rive, la famille Spanghero, bref, une Dream Team. C'était ma dernière émission de la saison, j'ai été très heureux d'être avec vous pendant Les Vraies Voix et lors de mes remplacements d'André Berkoff. J'aurai le plaisir, j'ai passé de merveilleux moments en votre compagnie, c'était encore un plaisir. On se retrouvera le 28 août avec Cécile de Minibus pour Les Vraies Voix. Je vous embrasse. Tout de suite, Brigitte Lahaie.